Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cet atelier sur les solutions énergétiques pour une post-croissance décarbonée. C'était un petit peu un exploit de faire cet atelier, puisqu'on a dû fusionner 5 propositions d'ateliers différentes sur des sujets aussi variés que le compte carbone, la sortie du pétrole, l'hydrogène et les batteries, mais on a réussi. Donc, dans les intervenantes et intervenants ce soir, on a Armel Prieur, qui est président de l'association Emploi sans carbone, Nolwenn Tepeliki, qui est donc chargée de la communication de Live, qu'elle présentera tout à l'heure, Louise Rosas-Moskovenko, qui est journaliste et auteure, et Gilles Moreau, qui est spécialiste du stockage batterie. Donc, l'objectif de cet atelier, c'était un petit peu de montrer la transition énergétique sous un jour un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Et donc, on va oublier le mot énergie renouvelable et oublier le mot nucléaire pour vous parler de toute autre chose. Et donc, par exemple, un des grands enjeux de la transition énergétique, c'est de moins consommer d'énergie. Et donc, Armel Prieur va nous présenter une solution parmi d'autres pour ce faire. Merci Patrick, merci pour cette présentation. Oui, c'était un accord très agréable à faire. Je suis aussi de Génération Écologie, mais personne n'est parfait. Et je suis très concerné, il faut qu'on regarde aussi les gens qui sont en ligne, très concerné par l'augmentation de notre taux de CO2 dans l'atmosphère qui est passé de 300, comme vous le savez, à 415 aujourd'hui. 415 ppm. ppm, c'est des grammes, 415 grammes, c'est comme ça. En gros, dans 9 mètres cubes d'air, dans une tonne d'air. Donc c'est de pire en pire. Il faut savoir que quand on sera à 1,5 degré, puisque les scientifiques disent qu'on sera en 2050 plutôt à 1,5 degré d'augmentation, on sera à 550 ppm. Et à 550 ppm, les gens de la NASA ont étudié, M. Joseph Allen a participé à ces études, ont étudié qu'on perd 15% de nos capacités intellectuelles. Non seulement ça sera invivable à cause de la chaleur, mais en plus, et de la montée des eaux, mais en plus, nos réflexes, notre mémoire, tout ça va baisser d'ici le mois d'avril. Donc, en fait, perdre des capacités, j'en connais qui ont déjà perdu, mais ça, pour inverser la tendance, il faut commencer tout de suite à être sobre, et alors certains craignent qu'on stoppe la croissance. Et là, on parle de décroissance, naturellement, parce qu'on est dans une phase qu'on appelle aussi poliment la post-croissance, mais vous avez tous compris que c'est une question de réduction de notre consommation. On va faire une post-croissance décarbonée. Et décarbonée, vous savez pourquoi? C'est que actuellement, la France est responsable de 750 millions de tonnes de gaz à effet de serre. C'est le Haut Conseil au climat qui a remis ces chiffres au président. 480 millions de tonnes sont directement émises au-dessus de nos têtes, et aussi 270 millions de tonnes sont comprises dans ce que nous importons, les produits et services, en comptant depuis leur production jusqu'à leur destruction. Il faut compter ça parce qu'on en est responsable. Donc 750 millions de tonnes divisé par 67 millions d'habitants, vous aurez vite fait le calcul, ça fait 11 tonnes. On est tous, chacun, responsable en moyenne de 11 tonnes d'équivalent CO2 au-dessus de notre, qui sont émis chaque année. Pour arriver à descendre à 2 tonnes, comme le demandent nos scientifiques, qui l'ont démontré, il ne faut pas le faire d'un seul coup. On dit qu'il faut descendre de 6 à 7% par an, et en faisant progressivement pour obtenir cette post-croissance qu'on imagine, qui sera un moment plus joyeux, plus rigolo, parce qu'on va développer des choses, on va croître dans des domaines qui ne sont pas carbonés. On va croître pour tous les domaines des 5 sens, par exemple, mieux voir les musées, les spectacles, mais aussi l'audition, on va aller plus dans les concerts, dans la musique, les opéras. Le toucher va être vraiment quelque chose d'important, toucher des arbres, toucher ce qu'on voudra, le tourisme, tout toucher. L'olfactif et bien sûr la restauration, la bonne bouffe. Et bonne bière, puisque je fais aussi de la bière pour les temps. La post-croissance, ça va être vraiment joyeux, vous allez voir ça. Pour y arriver, il va falloir qu'on compte le carbone. Je vous ai parlé de compte carbone, parce qu'on l'a fait comme ça, c'est un mot qui est facile à faire. On se dit que, puisqu'on est à 11 tonnes, on va proposer que la première année, on dise que chaque Français a droit à 10 tonnes, puis la deuxième année, 9 tonnes, puis ensuite 8 tonnes, 6 tonnes, 2 tonnes en 2050. Mais 6% par an, c'est assez réaliste. Comment on va compter ça? Eh bien, chaque fois qu'on fait une dépense dans le
le projet idéal que nous mettons en place. Nous avons construit pour le compte de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, quand on a senti qu'ils se dispersaient un petit peu, ils ont été un peu victimes de la mise en 5 groupes. Je ne sais pas s'il y a des citoyens par là, mais on a tous sympathisé avec eux. Mais le fait qu'ils ont travaillé en 5 groupes, ils n'ont pas pu mettre une solution globale. Ils ont fait 150 bonnes propositions, mais ils n'ont pas pu retenir une solution qui soit radicale comme celle-ci. Cette solution radicale, c'est que chaque Français est doté de 10 tonnes de quotas annuels pour la première année. Et chaque fois qu'il fait une dépense, il va acheter un vêtement, un plein d'essence, ça lui fait 100 kg de carbone. Un jean, ça lui fait 23 kg de carbone. Sa viande chez le boucher, c'est 15 kg de carbone. À chaque fois, sa carte bancaire va emporter l'information des points carbone qui sont contenus dans une grande agence carbone nationale qui va faire le comptage, comme vous avez déjà votre comptage des points de permis, par exemple. Vous avez le comptage de votre carte vitale. C'est un comptage national. Et donc l'agence carbone nationale va aussi s'organiser pour bien gérer l'entrée. On parle des citoyens, mais surtout les entreprises qui sont les plus concernées. Parce que votre commerçant, il va vous donner l'information de ce qu'il vous vend en matière de carbone. Mais lui, d'où il va venir de son fournisseur, qui lui, du grossiste, il va le prendre du fabricant, etc. Et donc, il y a une circularité de l'information du carbone, comme la TVA aujourd'hui, mais dans un autre objectif, pour faire que ça soit facile à gérer. J'en connais qui ne vont pas aimer ça. C'est les plus riches. Vous savez que 60% des Français sont plutôt à 6 tonnes par an, et 20 ou 30% sont plutôt à 40 tonnes par an. Donc, ils vont râler. Et alors, dans le principe, on a accordé quelque chose qui est assez simple, qui est de dire on va pouvoir échanger ces points de carbone quand on en a plus, d'en racheter dans une bourse d'échange régionale, parce que sinon on est anticonstitutionnel, sinon on bloque le droit des gens de vivre. C'est-à-dire que quand ils n'auront plus de carbone, ils ne peuvent plus acheter rien du tout, ils ne peuvent plus dépenser. Donc là, ça va sûrement grincer un peu au niveau des riches, mais bon, on va leur autoriser de pouvoir acheter les points les plus sobres. Donc, une famille modeste pourra revendre une partie, peut-être avoir 1 000 à 2 000 euros par an d'apport là-dessus. Ce sont les entreprises qui vont être vraiment au centre du dispositif, parce que c'est là que va tout se gérer. Par exemple, on dit que le jean, la base de données de l'ADEME, vous connaissez, a répertorié des milliers de produits, dont quasiment tout ce que vous achetez. Un vélo, une voiture, un jean 23 kg. Mais le jean 23 kg, ça ne vous dit pas s'il est en coton, s'il est en polyester, s'il vient du Mexique, de l'Asie du Sud-Est, ou s'il vient de Romans-sur-Isère, par exemple. Eh bien, Romans-sur-Isère, il le fabrique entièrement en France, la numéro 1083, pourquoi faire de publicité, c'est 15 kg. Avantage concurrentiel. Votre bistrot à côté de chez vous, il vous chauffe avec des radiants sur la tête, et bien il est obligé de vous imputer 1 kg de carbone par bière, parce qu'il a cette consommation, donc il est obligé de le répartir. Et vous aurez vite fait d'aller chez son voisin qui a seulement des doudounes. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'interdire les choses. Moi, je pense à chaque fois, j'aime bien interdire les choses. Mais chaque fois qu'on interdit, il y a une réaction, et il se passe autre chose après. Donc on va essayer de faire quelque chose de soft. Ce qu'on veut, nous, c'est une décroissance joyeuse, vivable, sympa, rigolote. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc j'ai des documents, j'ai du papier, enfin. Merci pour cette présentation. Un des autres enjeux au-delà de la consommation, c'est comment on produit l'énergie. Et je pense que ici dans la salle, vous avez probablement tous entendu parler de l'intermittence des énergies, notamment renouvelables, à un moment ou à un autre. Et donc on a différentes solutions pour cela. Et donc on va commencer par parler des batteries. Et donc je vais passer la parole à Gilles qui va nous expliquer un petit peu rapidement comment fonctionne une batterie. Voilà, je vais essayer de parler de deux choses. Je vais essayer de parler d'abord comment fonctionne la batterie, et puis dans un deuxième temps les usages. Et je pense que je vais rejoindre pas mal Armel sur la partie décarbonation, comment on peut amener des solutions qui évitent d'utiliser le plus possible de carbone. Donc d'abord, sur comment fonctionne une batterie, si ça vous va, je vais utiliser une comparaison qui est assez simple, qui est comment fonctionne un barrage hydroélectrique. Donc en fait, c'est un barrage hydroélectrique, vous le connaissez bien, on met de l'eau en hauteur. L'eau, elle est
finalement, elle emmagasine de l'énergie potentielle, elle est instable. Donc, dès qu'on lui laisse la possibilité de redescendre, elle va prendre cette possibilité. Donc, il suffit de mettre un tuyau et on arrive à récupérer l'énergie avec une petite hélice. Et voilà. Et ben, une batterie, finalement, ça marche exactement de la même manière. D'ailleurs, vous allez voir, on utilise les mêmes mots. Donc, en gros, une batterie, on va choisir un matériau, on va la mettre en instabilité en lui envoyant un électron. Donc lui, tout ce qu'il va attendre, le matériau maintenant, c'est de récupérer son électron. Donc quand on lui propose cette possibilité, on met un câble, n'importe quoi, qui lui permet de récupérer son électron, il va le faire. Et donc ce câble va faire office de tuyau, et là on va avoir les mêmes capacités. Donc finalement, ce qu'on appelait l'énergie potentielle dans un barrage hydroélectrique, là on va parler d'un potentiel d'une batterie. J'en ai une petite dans ma poche. Montrer. Et en fait, c'est une batterie, c'est pareil que le pied. Hein, donc, voilà. Une petite batterie, ça ressemble à ça. Dans une Tesla, il y en a 8000. Tesla, c'est peut-être un mauvais exemple. Et du coup, on va aussi parler de puissance. Ça va être la taille de notre tuyau dans le barrage électrique. Ça va être la taille de notre résistance qu'on va utiliser notre batterie avec un système électrique. Pareil pour l'énergie. Voilà. Donc ça c'est pour comment ça fonctionne. Évidemment, la complexité vient de choisir les bons matériaux. On va tout à l'heure, sans doute avec Louise, parler de plein de matériaux. Les matériaux les plus connus aujourd'hui, c'est les batteries plomb, c'est du plomb. On travaille avec un couple plomb et oxyde de plomb. Après, pareil pour le lithium, pareil pour le nickel-cadmium. Donc on a toute une famille, tout un tas de types de batteries qui vont être basées sur des matériaux différents. Donc, toutes ces familles, ça permet d'avoir plein d'usages différents. Vous connaissez plein d'usages des batteries, pas besoin de vous en donner beaucoup d'exemples, il y en a plein autour de nous. Il y a donc, tout ce qui est portable, il y a de plus en plus des véhicules électriques, mais je ne vais pas vous parler aujourd'hui des véhicules électriques. Moi, ce qui m'intéresse, plutôt pour rejoindre Armel, c'est de parler aujourd'hui d'un usage de la batterie qui va être grandissant et qui aujourd'hui, je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc c'est l'autoconsommation. L'autoconsommation, pour schématiser, c'est chacun a une batterie chez lui, chacun a un panneau solaire sur son toit ou sur son immeuble si on est en appartement, dans sa cave, n'importe où. Et grâce à cette batterie, grâce à ce panneau solaire, on va produire notre propre énergie, c'est un peu ce que tu disais, et on va aussi la stocker. Et ça permet des choses hyper intéressantes sur la résilience, parce qu'on est vraiment très local. Ça permet des choses hyper intéressantes sur concrétiser ce que c'est l'énergie. Aujourd'hui, l'énergie, c'est hyper abstrait, c'est quelque chose de centralisé de très très loin. Donc là, on peut la décentraliser. Et puis aussi, ça permet de responsabiliser les gens. C'est leur propre énergie qui a été créée, qui a été stockée chez eux. Et on travaille souvent dans ce cadre-là sur les communautés énergétiques. Et en communauté énergétique, c'est très pertinent parce qu'on a un stockage d'énergie chacun. Les gens qui vont manger chez leur mamie, eh ben, ils ont plus d'énergie que ce dont ils avaient besoin, ils le partagent à leurs voisins. Les gens qui accueillent leur mamie pour manger, ils ont besoin de plus d'énergie, ils le prennent à leurs voisins. Comme ça, on a une répartition qui permet vraiment de faire citoyenneté, de faire sens, de partager. Donc, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je m'intéresse beaucoup à la batterie. C'est une raison qui fait que la batterie fait sens et on peut schématiser ça en disant que c'est important. En tout cas, c'est important à mon sens, et la batterie fait partie d'une manière de résoudre d'amener ce choix-là. C'est une manière de réduire le gap entre le citoyen et son énergie. Voilà. On évite les 400 000. Exactement, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. C'est vrai que comme ça, les batteries, ça a l'air absolument génial. Mais il me semble qu'il y a quelques petits problèmes, et notamment tu évoquais la question des matières premières, et je crois que Louise a quelques éléments à nous apporter là-dessus. Oui, donc déjà on peut dire que selon le pays dans lequel les batteries sont produites, on peut déjà penser à la Chine, puisqu'on parle de décarbonation ce soir, l'électricité, quand elle provient du charbon, typiquement, ça pose des problèmes sur comment les batteries sont fabriquées, avec quelle électricité, et quand on ne parle pas de stockage, comment elles sont rechargées aussi, donc déjà il y a une problématique par rapport à ça.
La technologie la plus répandue aujourd'hui, c'est la technologie lithium-ion. Et donc le lithium, c'est un métal, et quand il est extrait, on peut prendre comme exemple déjà le désert d'Atacama au Chili, qui est donc une région désertique, et en fait pour exploiter le lithium, il faut énormément d'eau, et typiquement dans cette région qui concentre une bonne partie de la production mondiale de lithium, les nappes phréatiques sont complètement surexploitées. Dans les batteries, il y a aussi du cuivre, donc le cuivre est aussi un métal qui pose clairement des enjeux environnementaux, et il y a un sous-produit du cuivre auquel je me suis particulièrement intéressée qui s'appelle le cobalt. Et donc le cobalt, c'est ça à refroidir les batteries, donc c'est un élément vraiment essentiel, et il est produit à plus de 60% en République démocratique du Congo. Et donc là, on voit bien qu'il y a une certaine incohérence, il y a une certaine répétition de l'histoire. On peut penser à l'exploitation du pétrole au Nigeria, ou dans des temps plus éloignés, à l'époque du Congo belge, aux plantations d'EVA qui servaient donc à produire du caoutchouc pour les pneus, là encore pour l'industrie automobile, et où en gros il y a des industriels étrangers, donc pour la RDC de nos jours c'est occidentaux et chinois, voilà, qui se servent, enfin qui extraient des ressources nationales, et les bénéfices de tout ça voilà, arrivent très peu pour les populations, enfin, voire pas du tout en fait. Donc, et tout ça, bien sûr, avec des graves violations des droits humains et de l'environnement. Et donc, l'idée de la transition énergétique, écologique, c'est quand même fondamentalement de respecter les êtres humains et la nature. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même des questions qu'on doit se poser. Moi, ce que j'ai pu observer sur place, notamment à Kolwezi, qui est la capitale mondiale du cobalt, donc c'est dans le sud-est de la RDC, à la frontière zambienne. En fait, ça n'a rien à voir avec le modèle de société meilleure en transition qu'on souhaite tous ici voir advenir pour avoir un avenir, oui, meilleur, enfin un avenir tout court en fait. Tout simplement, hein. Donc appelons un chat. Donc déjà, les installations minières, elles utilisent énormément de produits chimiques, par exemple de l'acide sulfurique. Donc il y a toutes les entreprises ne sont pas très regardantes sur comment en fait ils gèrent ces produits-là. Donc il y a des problèmes de pollution des sols, il y a des problèmes de pollution de l'eau, il y a des problèmes de pollution de l'air aussi, notamment via les poussières qui sont issues en fait de ces installations industrielles. Et puis, donc, bien sûr, il y a les conséquences à ça, c'est-à-dire qu'ensuite les terres ne peuvent plus être cultivées, l'eau pose des problèmes aussi pour les habitants, hein. Il y a des maladies respiratoires, il y a des maladies de peau, voilà. Donc il y a aussi tous les problèmes liés aux mineurs artisanaux, donc on appelle les creuseurs. Il faut savoir que la RDC en mars 2018 a réformé son code minier. C'était vraiment pas facile parce que il y avait toutes les entreprises, enfin beaucoup d'entreprises occidentales et chinoises qui se sont farouchement opposées à cette réforme. Donc, cette réforme prévoit notamment de quintupler les royalties sur le cobalt, notamment. Et donc bon bah les gens ont faim en fait, parce que cette réforme a du mal en fait à, voilà, pareil, pour l'instant la population n'en profite pas, et donc les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de vivre, d'éduquer leurs enfants, etc. Donc ils font tant bien que mal, donc il n'est pas rare de voir dans des quartiers des maisons en fait où il y a dans le salon un trou de 25 mètres, voilà, où les gens cherchent en fait à extraire du minerai. Donc ça occasionne aussi pas mal de problèmes. Amnesty avait alerté aussi dès 2016 sur le problème du travail infantile. J'ai pu le constater aussi. Et il y a aussi pas mal de problèmes de délocalisation, c'est-à-dire que, comme je viens de le citer, il y a des quartiers en fait où voilà, les gens creusent dans leur salon, donc il y a des entreprises qui viennent, ça vient à leurs oreilles, en fait il y a un gros filon à cet endroit-là, et donc on leur propose de déménager à la va-vite pour des prix dérisoires. Donc moi j'ai visité notamment toute une communauté qui a dû déménager,
dans un quartier vraiment très éloigné de la ville, et donc voilà, les maisons qui ont été construites, pour vous donner un exemple, mais il y en a plein d'autres, les murs à certains endroits, il n'y a même pas de jonction entre les murs et le toit, le puits d'eau est très éloigné, il y a une usine de traitement de métaux en contrebas, et les populations se plaignent en temps venteux en fait de respirer en fait ces fumées-là. Donc c'est le quotidien de ces villes-là. Parfois l'armée intervient pour le compte d'entreprises privées parce qu'il y a des mineurs et des creuseurs qui viennent en fait de manière illégale sur les concessions de ces entreprises. Donc voilà, il y a beaucoup de problématiques comme ça. En fait, il faut pour bien comprendre, j'aurais peut-être dû vous le dire dès le départ, mais la ville de Kolwezi typiquement est une mine. C'est-à-dire que ce pays est tellement riche, cette région est tellement riche, c'est-à-dire que quand on marche dans la rue, on voit très souvent des cailloux bleutés, et donc la couleur bleue en fait dénote la présence de cuivre. Donc et d'ailleurs les locaux ont une expression assez malicieuse, à double sens, ils parlent de scandale géologique. Donc scandale parce qu'elle est tellement riche que ça en devient scandaleux, et scandale aussi parce qu'il y a pas mal d'affaires de corruption là-bas, bien évidemment c'est très très récurrent. Donc face à cela, il y a des constructeurs automobiles et des fabricants de batteries donc, qui prennent les choses en main, déjà parce qu'ils sont ni sourds ni aveugles, et voilà, on peut aussi estimer qu'il y en a qui ont des bonnes intentions. Et puis par ailleurs, heureusement, le Dieselgate a laissé quand même des traces. Donc il y a l'opinion publique qui s'en mêle, mais tout ce qui est due diligence, c'est-à-dire traçabilité des métaux, tous les audits, selon plusieurs témoignages, ça reste quand même assez embryonnaire. En fait, on retrouve avec ces matières premières-là les mêmes problèmes de traçabilité qu'on peut retrouver pour pas mal d'autres, pas mal de matières premières en fait, et qui mettent en cause leur fiabilité. Donc voilà, pour moi, le cobalt, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous dire. C'est un exemple particulièrement prégnant de comment, en fait, une solution énergétique doit être prise en compte sur toute sa chaîne de valeur, comment toute action politique ou toute décision politique en termes de transition écologique et énergétique voilà, doit prendre ces éléments en compte et pas seulement regarder par un petit bout la lorgnette, à savoir, nous, on a des solutions ici, et pas prendre en compte ce que ça implique pour d'autres pays comme ceux que je viens de citer. Donc, je vous partage tout ça parce que pour moi, il faut vraiment réussir le défi de la cohérence, et c'est un vrai défi. Et l'idée, c'est de communiquer un maximum là-dessus et de trouver des solutions. Et il y en a, on verra ça plus tard. Merci Louise. Effectivement, on reviendra plus tard sur la question des enjeux et comment on peut trouver des solutions à tout ça. Mais on va parler complémentarité. Et donc, on va faire un petit tour du côté de l'hydrogène. Donc, je laisse Nolwenn nous présenter live et puis ensuite nous parler un petit peu de l'hydrogène. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Merci. Bonsoir à tous. Avant de parler de Life, précisément, qui est donc notre société, je vais vous parler un tout petit topo sur l'hydrogène, qui commence à avoir le vent en poupe, mais qui reste encore assez méconnu. Donc, l'hydrogène, c'est l'élément chimique le plus abondant de l'univers. C'est le principal constituant du Soleil et de la plupart des étoiles. On le trouve sur Terre principalement à l'état liquide, dans l'eau, à l'état solide dans la glace et à l'état gazeux dans la vapeur d'eau. C'est Lavoisier qui a désigné par le nom hydrogène ce gaz, hydro qui veut dire eau et gène qui veut dire engendrer. Et donc ce gaz, il a plusieurs applications. Aujourd'hui, il peut servir à des process industriels, un certain nombre d'industries qui utilisent donc ce gaz dans leur process, dans la verrerie par exemple, dans l'acier, dans l'agroalimentaire. Donc on a déjà un certain nombre d'industriels qui utilisent de l'hydrogène en France et partout dans le monde. Il peut être utilisé aussi pour la mobilité, puisque ce gaz permet de produire de l'électricité en fait dans tout type de véhicule. Pour schématiser, en gros, on met de l'hydrogène dans un réservoir. Le réservoir va alimenter ce qu'on appelle une pile à combustible, pile à hydrogène. Cette pile, elle va produire de la chaleur et de l'électricité qui va permettre au véhicule de rouler silencieusement et sans produire aucune émission,
tout comme le fait un véhicule électrique, à la différence près qu'on ne recharge pas un véhicule hydrogène. On va faire le plein de façon tout à fait classique en station-service. On fait le plein en quelques minutes, on a une autonomie de 500 à 700 km et surtout on a un véhicule qui ne rejette que de l'eau. Et puis troisième application, l'hydrogène peut aussi être stocké. On peut stocker l'électricité finalement sous forme de gaz, sous forme d'hydrogène, ce qui permet aussi de répondre aux contraintes de l'intermittence de l'énergie et de pouvoir stocker l'énergie intermittente. Voilà, ça c'est juste un petit topo pour expliquer en gros à quoi sert l'hydrogène, quelles sont ses applications. Et donc Moonlife, on est un pure player de l'hydrogène. On est producteur et fournisseur d'hydrogène vert et propre. J'insiste sur ce point, j'y viendrai plus tard, parce que l'hydrogène n'est pas toujours propre. On a fondé Life en 2017. C'est Mathieu Guéné, le fondateur de Life, qui est un ancien directeur de recherche du CEA, qui a vite été rejoint par 7 associés, dont j'ai l'honneur de faire partie, c'est Antoine qui est dans la salle. Et avec le souhait, tous autant qu'on en est, de contribuer à changer les choses maintenant et pas demain, pas en 2030, et avec une volonté donc, de proposer un modèle énergétique différent et un process de fabrication d'hydrogène différent, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher à l'hydrogène, c'est, alors qu'il est consommé massivement pour certains usages, c'est justement d'être produit, d'avoir un process de fabrication qui peut être très émissif. Aujourd'hui, 95% de l'hydrogène qui est produit, il est produit à partir d'énergie fossile. Et il peut, en fonction des modes de fabrication utilisés, générer de 10, 15 à 20 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Donc nous, on a mis au point justement, et on se base sur une technologie bien spécifique pour produire de l'hydrogène vert, de l'hydrogène propre, à partir d'énergie renouvelable et qui n'émet donc aucun CO2. On utilise le procédé d'électrolyse de l'eau qui du coup, plutôt que d'émettre du CO2, quand on produit notre hydrogène, plutôt que d'émettre du CO2, on émet de l'oxygène. C'est un peu différent. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on s'appelle Life, parce que l'oxygène c'est la vie, et voilà, on s'appelle Life pour ça. Et notre hydrogène, du coup, on le propose, on le fournit à un certain nombre de collectivités, par exemple, qui ont décidé de se lancer dans la transition énergétique, qui pour certains ont déjà testé et approuvé pour certains la technologie électrique batterie, et qui veulent aussi tester la technologie électrique hydrogène pour alimenter plutôt leurs véhicules lourds, puisque on le sait, la batterie, en tout cas sur des véhicules, va être très adaptée sur des véhicules légers, alors que l'hydrogène va plutôt adresser des usages plus lourds. Donc on s'adresse à des collectivités qui décident de passer une partie de leur flotte à des véhicules hydrogène, des bus, des bennes à ordures ménagères. On fournit également l'hydrogène pour des logisticiens qui souhaitent équiper leur chariot élévateur qui fonctionne déjà à l'hydrogène. On s'adresse aussi aux transporteurs, des transporteurs qui aujourd'hui ont vraiment décidé de passer le cap et qui équipent leur flotte aussi de véhicules hydrogène. Et puis on s'adresse aux industriels qui aujourd'hui utilisent déjà l'hydrogène, mais qui utilisent de l'hydrogène gris, qu'on appelle gris traditionnellement, et qui est donc très émissif de CO2. Merci beaucoup pour cet exposé, Claire. De ce que j'entends, finalement, on a des usages qui peuvent être très complémentaires. Et donc, mais avec des vecteurs d'énergie qui ont finalement tous les deux des inconvénients. Donc peut-être qu'on peut réfléchir là sur un deuxième tour de table ronde et je vous laisse prendre la parole dans l'ordre que vous voulez sur finalement quelles solutions politiques on peut mettre en œuvre pour amener ces trois solutions qui ont été présentées de façon complémentaire. Mais politique pour résoudre les problèmes qui se posent actuellement. J'espère qu'il veut prendre la parole. Merci Mathilde. Comme je vous le disais tout à l'heure, la due diligence, donc tout ce qui est traçabilité, audit sur justement d'où proviennent ces matières premières et comment
comment elles sont exploitées, produites, etc. C'est quand même des choses sur lesquelles on a encore une grosse marge de manœuvre, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a une loi aussi qui a été votée par le Parlement européen donc en mars 2017 sur les minerais de sang. Donc c'est basé sur la loi Dodd-Frank aux États-Unis, qui est en fait une loi qui est censée quand même prendre en compte ces éléments-là, mais c'est vrai que ça concerne en fait un certain type d'entreprise et par ailleurs ça concerne ce qu'on appelle les 3T, c'est-à-dire étain, tantale et tungstène, plus l'or. Et donc le cobalt pour l'instant n'en fait pas partie, mais on peut imaginer qu'un jour d'autres matières premières qui présentent donc des gros problèmes de droits humains et environnementaux rentrent dans le cadre soient intégrés dans le cadre de cette loi. Et puis fin 2017, donc il y a l'Union européenne qui a voulu se démarquer de la Chine, enfin en tout cas de s'écarter, de prendre cette distance avec la Chine, puisque c'est le premier producteur de batteries au niveau mondial. D'ailleurs, la Chine est très bien placée en RDC sur l'exploitation du cuivre et du cobalt. Et justement, l'Europe a vraiment une carte à jouer sur la durabilité des batteries, sur le respect des droits humains. Donc ils ont monté un gros projet industriel qui s'appelle l'Alliance européenne des batteries. On sait que aujourd'hui, les batteries, en plus de poser des problèmes de droits environnementaux et de droits humains, il y a une grosse question géopolitique autour de ça. Et d'ailleurs, l'Union européenne, dans ce cadre, a aussi un plan d'action qui est en train d'être mis en place sur les matières premières. Donc, Gilles pourrait en parler aussi. Il y a aussi des ressources en Europe et il y a d'autres points aussi sur lesquels l'Europe peut travailler pour justement éviter les problématiques qu'on vient d'évoquer ensemble. Donc sur l'aspect technologique, c'est vrai qu'on peut avoir un autre débat là-dessus, mais sur ces questions-là, l'Union européenne pourrait vraiment se démarquer en termes de respect des droits humains et de droits de l'environnement. Bien évidemment, il faut quand même le dire, le fait aussi de redistribuer les ressources issues de ces matières premières au niveau local par les gouvernements des pays en question, c'est aussi de leur responsabilité. En RDC, clairement, il y a comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des énormes problèmes de corruption. Pour n'en citer qu'une, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a l'affaire Gertler, Kabila, Glencore. Donc il y a aussi et il y a une partie aussi qui doit être prise en main au niveau de ces pays-là. Maintenant, il faut voir aussi comment l'Union européenne va concrètement en fait mettre en œuvre ce désir-là, cette volonté de cohérence qui est fondamentale, comme je le disais tout à l'heure. Je veux dire, on ne peut pas parler de transition écologique en ayant les mains sales. Enfin, c'est absurde. On veut tous ici créer un nouveau modèle de société. Et donc, encore une fois, on ne va pas dire mais nous, en France, on a des solutions, alors que ça pose énormément de problèmes à l'autre bout du globe. C'est quand même pas la vision qu'on compte défendre, en tout cas pas ici, pas entre nous, là, ce soir. Voilà, donc il y a aussi d'autres technologies qui existent. Par exemple, la technologie NMC, ou j'en connais d'autres aussi. Qui utilisent moins de cobalt. Il y a même des fabricants de batteries et des constructeurs automobiles qui veulent absolument créer la batterie sans cobalt. Moi, je pense que plutôt que de contourner le problème, on peut imaginer d'élaborer des collaborations plus saines. En fait, typiquement, le cobalt ou le cuivre, c'est une manne financière énorme pour la République démocratique du Congo, puisque je vous ai surtout parlé de ce pays, mais je veux dire, le lithium, c'est aussi un apport financier important au Chili. Et il ne faut pas oublier que pour la RDC, c'est quand même, en 2019, selon le FMI, c'était le 8e pays le plus pauvre du monde. Donc on peut aussi imaginer que cette batterie qui a toute sa place dans la transition écologique, qui est une solution viable et mature, soit pérennisée, même la technologie lithium-ion, mais avec une autre manière de procéder, tant au niveau européen qu'ailleurs dans le monde. Voilà. Du coup, comme on fait un petit peu un duo depuis tout à l'heure, je vais juste continuer un petit peu par rapport à ce que j'ai dit au tout début. Il faut être bien clair, dans le milieu de la batterie, on n'est pas naïf sur ce qui se passe en RDC, on sait tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de travaux qui vont dans le sens, évidemment, d'utiliser moins de cobalt. Louise le disait très bien tout de suite. Je vais même aller plus loin. En fait,
il y a beaucoup de travaux sur enlever complètement le cobalt. Ça peut être un problème pour la RDC, mais faut aussi, comme je disais tout à l'heure, l'important c'est vraiment de réduire les chaînes de valeur, de réduire la distance entre le citoyen et puis sa production d'énergie, la distance entre le citoyen et un outil qu'il va utiliser comme la batterie, mais Armel le disait très bien tout à l'heure, avec son jean, avec tout. Donc la batterie en fait pas exception. Donc moi en tout cas je fais partie d'une initiative où on veut fabriquer des batteries en France. Voilà, donc on travaille avec l'Europe, je vais y revenir tout de suite. Et techniquement, il y a des solutions simples. Tout à l'heure, je vous parlais de plein de matériaux qui permettent de faire des batteries. Il n'y a pas que le cobalt. Le cobalt, ça fait partie. Il y a la NMC qui maintenant réduit beaucoup l'utilisation du cobalt. Il y a d'autres types de batteries comme la LFP, c'est aussi du lithium, mais par contre, qui va emmener moins d'énergie, mais qui va avoir d'autres avantages, qui va être plus durable, qui va être, c'est basé sur du fer, donc qui va poser beaucoup moins de problèmes à l'achat des matériaux. Les mines de fer sont quand même beaucoup moins problématiques. Et du coup, on a une première solution technique, une deuxième qui est bien connue, qui est malheureusement dénigrée pour une raison qui m'échappe un petit peu en tant qu'expert, c'est le recyclage. Le recyclage des batteries, aujourd'hui ça marche. On recycle 70% plus de 75% d'une batterie, plus de 95% des matériaux qui sont ceux dont on parlait tout à l'heure, le nickel, le cobalt, le cuivre, l'aluminium. Le principal problème aujourd'hui du recyclage, c'est que c'est plus facile d'aller chercher avec un tractopelle dans les lacs du Chili du nickel qui est posé par terre, parce que c'est exactement ça, c'est des fonds de lac, donc c'est beaucoup plus facile. Le lithium ne coûte rien, et comme il n'y a pas d'incitation financière à faire mieux, et ben on ne fait pas mieux. Mais en tout cas, c'est pas techniquement le recyclage qui pose problème. Donc ça, c'est des solutions, j'ai envie de dire, techniques. Après, il y a des travaux hyper intéressants. Moi, je vais revenir un petit peu sur les enjeux politiques. Le premier, je vois, c'est celui dont Louise a parlé, c'est l'EBA, European Battery Alliance, donc l'Alliance européenne des batteries, qui nous soutient dans notre démarche de fabriquer des batteries en France, soutient aussi des projets de mines en Europe, tout bêtement. Il y a des mines en Europe, il y a des possibilités de faire des mines en Europe, pas aussi scandaleuses qu'au Congo, géologiquement et puis humainement, pas aussi scandaleuses que là-bas, mais on a des mines en Espagne, en Serbie, en Finlande. Donc c'est possible de faire des mines ici. Économiquement, on n'est pas exactement au même niveau, mais on ne les a pas industrialisées non plus, parce qu'aujourd'hui, de manière complètement hypocrite, on se disait c'est plus simple d'aller faire les trucs sales loin, peut-être un problème de recyclage d'ailleurs aussi. J'aurais peut-être pu continuer sur le recyclage, mais tant pis. Pour ceux qui sont intéressés par le recyclage, je vais en parler après, j'ai plein d'anecdotes. Et donc voilà, donc ça c'est une première solution. Donc l'EBA fait un super travail, ils aident pour le recyclage, ils aident pour les mines, ils aident pour les fabrications, pour resserrer les chaînes de valeur. Donc ça, je pense que c'est vraiment la priorité. Remettre le citoyen le plus près de ce qu'il consomme, que ce soit l'énergie ou les objets autour de lui. La deuxième idée que j'avais, si elle me revient très vite, je vais revenir un tout petit peu sur retravailler sur l'autoconsommation, parce qu'en fait, politiquement, c'est super intéressant. Joe Biden, il a intégré dans son programme le fait de électrifier le plus possible nos usages. Il y a plusieurs associations, Rewiring America, et plein d'assos qui disent, même Rocky Mountain Institute, donc, là-bas, qui regarde et qui dit ok, on peut décarboner, électrifier 80% de nos usages, tous usages confondus, y compris transport, y compris chauffage, avec 5 objets qu'on a déjà, qui sont déjà industriels. Donc la batterie, le panneau solaire sur le toit, la voiture électrique, la pompe à chaleur, et le dernier, c'est de faire des petites centrales en appoint, en plus en ENR, donc soit des centrales éoliennes, soit des centrales solaires. Et après, il reste 20% qui sont encore problématiques, mais on a jusqu'à 2035 pour les traiter. Puis après, on a aussi le biogaz, il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes pour traiter ces derniers 20%. Ça, c'est la deuxième idée, et je crois qu'il manque définitivement la troisième. Je vais peut-être passer, si elle me revient, je le dirai tout à l'heure. On va déjà relancer. Voilà, mais le plus important, enfin en tout cas le plus important, c'est vraiment de resserrer
le lien entre le citoyen et ses usages. Pour les citoyens, la question était la question politique. C'est une question qui nous concerne tous les deux aussi, puisque je vais te passer la parole aussi pour l'hydrogène, que je soutiens le plus possible. La question politique pour le compte carbone, au départ, on imaginait que les politiques ne voudraient jamais le porter eux-mêmes, donc c'est pour ça que la Convention citoyenne du climat était la mieux placée pour le lancer. Mais maintenant, nous avons pris d'autres options, qui est de dire qu'il faudrait passer par un référendum pour vérifier que l'ensemble des Français veulent vraiment qu'on réduise nos gaz à effet de serre, qu'on le réduise sobrement, facilement, joyeusement, et que pour ça, on laisse le choix entre la taxe carbone, dont on sait que ça ne marche pas, et le rationnement soft qu'on propose avec le comptage. Donc c'est une possibilité. Maintenant, il y a des politiques qui nous présents ici ces jours, qui nous ont dit, imaginons qu'aux prochaines élections présidentielles, un président, une présidente écologiste gagne ce scrutin et annonce qu'on met en place ces quotas individuels. Combien de temps faut-il pour le mettre en place? Donc nous, on a fait une grosse évaluation. On estime que ça peut créer entre 50 000 et 200 000 emplois. Vous imaginez qu'il va falloir vraiment organiser le système. Je vous ai parlé d'une agence carbone nationale qui va encadrer l'ensemble des comptes carbone de tout un chacun. Ça ressemble un peu à Bercy, si vous voulez. On a tous un compte d'impôt, on aura tous un compte carbone demain. Donc il faut dupliquer un peu Bercy pour en faire une agence carbone. Il faut aussi des bourses régionales de carbone pour organiser l'échange. Il n'y a que cet échange qui pose des questions à certains. Disons que si vous avez des excédents, vous pourrez les proposer pour l'usage général qui vous sera rémunéré. Et c'est uniquement quand il y aura des demandes de gens plus consommateurs ou plus riches qui vont acheter ces quotas au prix qui va évoluer. C'est-à-dire qu'au départ, ça peut être 50 € la tonne, mais ça peut être assez rapidement 100 €, 200 €. On peut imaginer qu'à 1000 € la tonne, par exemple, eh bien, quelqu'un qui voudra faire un voyage à New York aller-retour en plus de son quota habituel, ça lui coûtera 2500 € de plus, puisqu'on sait que c'est 2,5 tonnes pour aller à New York. Eh bien, 2500 € par rapport au prix des billets, ça fait réfléchir un peu. Donc ça n'est pas du tout en faveur des plus riches, naturellement. La question politique, c'est aussi la question que la France toute seule, la France est idéale pour démarrer ça. Parce que nous avons une hydrogène peu carbonée, c'est une des chances, avec les inconvénients qu'on peut craindre en cas d'accident, mais pour l'instant, touchons du bois. Demain, il faut vraiment que tous les pays européens développent également. Vous savez, la TVA a été créée en 1957 en France et a mis 10 ans à être répandue dans le monde entier. Parce qu'un coup qu'on a vu que ça marchait dans un pays, ça s'est développé. Il y a un seul pays qui n'a pas la TVA dans le monde, c'est les États-Unis, parce qu'ils l'ont par État. Ce sont des taxes d'État. Mais autrement, tous les autres pays ont la TVA. Bref, on peut estimer que ça peut se développer assez rapidement parce que des agences carbone nationales, il en faudra dans chaque pays et on fera des échanges entre les agences pour faire le transfert international. Mais certains nous disent qu'on devrait démarrer par une démarche européenne. C'est compliqué de faire une démarche européenne. On a du mal à se faire entendre entre les 27 chefs d'État ou les 751 députés européens. Là, les 500 millions d'habitants vont avoir du mal à répondre à un référendum. Donc on peut imaginer qu'on fasse un référendum sur la France, et pour obtenir un référendum, comme vous le savez, il faut 185 députés qui sont d'accord, et que 4,5 millions de citoyens en sont d'accord. On peut faire une grosse campagne pour ça, ça peut démarrer par vous. Il y a déjà un certain nombre de députés qui sont favorables, y compris les députés des Insoumis, écologistes naturellement, des Modem, des députés En Marche, et socialistes, puisqu'on a entendu cette semaine Geoffrin qui a annoncé ça à la radio, qui a annoncé ça. À nous aussi d'être très prudents que ça ne soit pas détourné par certains politiques, donc il faut que ce soit assez clair. Les risques qu'on a, c'est qu'on essaie de le faire sur un petit territoire. Et ça ne marche pas sur un petit territoire. Il faut une comptabilité nationale. Il faut éviter que quelqu'un de riche aille acheter son essence dans le département d'à côté. Parce que la chance qu'on a avec les États européens, c'est qu'on a à chaque fois une comptabilité nationale. Et quand quelqu'un ira faire son plein de l'autre côté de la frontière allemande ou espagnole, il sera suivi par sa carte bancaire. Et donc l'agence carbone aura le droit, puisque ça va être une règle qui va être à établir, que toute dépense comprend du carbone. Et quand ce ne sera pas documenté pour dire j'ai été m'acheter des vêtements ou j'ai été m'acheter de l'alimentation, eh bien on prendra le plus
carboné, enfin le plus cher du carbone. C'est une règle, vous savez, la règle du ticket d'autoroute perdu. Si vous arrivez à et que vous avez perdu votre ticket d'autoroute, on vous dit que vous payez le prix maximum, c'est tout. Et donc ça oblige à ne pas le perdre. Et ça oblige à documenter aussi l'information. Donc tout ça, on a un économiste derrière nous qui nous a alimenté de tout ça, ça s'appelle Pierre Calam. Mais il y a aussi des scientifiques comme Mathilde Choubard, ou Dominique Méda, ou encore Dominique Bourg, on a entendu parler tout à l'heure dans la... On pourra peut-être développer un peu plus dans les questions s'il y en a, mais peut-être que Melvin veut réagir un petit peu sur l'hydrogène. Oui, effectivement, et pour rebondir sur les questions politiques, on assiste à un engouement certain pour l'hydrogène. Il y a encore 2 ans, on entendait à peine parler. Aujourd'hui, en France, chaque région est en train de rédiger ou a déjà rédigé son plan hydrogène. Au niveau national, il y a un plan hydrogène qui est en cours de rédaction aussi qui va sortir dans quelques semaines. Nos voisins allemands ont doté une enveloppe de 9 milliards d'euros pour développer la filière hydrogène, ce qu'ils ont déjà commencé à très bien faire. Et puis plus largement, la Commission européenne a intégré l'hydrogène comme un des secteurs stratégiques qui composent le Green Deal. Donc effectivement, politiquement, les choses bougent, mais par contre, pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, l'idée c'est de ne pas faire n'importe quoi avec cet hydrogène. Il y a effectivement l'enjeu de la production d'hydrogène, je l'évoquais tout à l'heure, on a 95% de la production d'hydrogène aujourd'hui qui est produite à partir d'énergie fossile. Sachant qu'en France, on a 900 000 tonnes d'hydrogène qui sont produits par an, on a déjà un sacré paquet de milliers de tonnes de CO2 à économiser, à éviter en produisant correctement l'hydrogène. Et il y a plusieurs technologies qui existent et des technologies qui sont matures. Je parlais tout à l'heure de l'électrolyse de l'eau. C'est celle qu'on utilise. L'électrolyse de l'eau, c'est assez simple. En gros, on fait passer un courant électrique dans de l'eau. Ce courant électrique qui permet de dissocier la molécule d'eau, H2O, en deux. D'un côté l'hydrogène, de l'autre côté l'oxygène. C'est pour ça qu'on rejette dans l'oxygène. Et puis donc, on produit de l'hydrogène comme ça. Pour alimenter un électrolyseur, il nous faut de l'électricité, et du coup, pour avoir un hydrogène produit proprement sur toute la chaîne, il faut que cette électricité elle soit verte, il faut qu'elle soit, en l'occurrence, on utilise des énergies renouvelables pour ça, puisque ça ne ferait pas sens de brancher un électrolyseur à un réseau polluant, c'est pas du tout l'idée. Donc il y a cette vraie question de la production d'hydrogène qui est à se poser pour que l'hydrogène soit vraiment ait un impact intéressant sur l'écologie. Et puis il y a cette question aussi de la production locale. On peut produire de l'hydrogène localement, donc c'est pareil, c'est ce que tu disais, redonner aux citoyens aussi cet accès à l'énergie. On a notre premier site de production en Vendée, dans l'Ouest. Donc on produit notre hydrogène avec du vent, avec des éoliennes, et de l'eau de mer. On produit plusieurs centaines de kilos d'hydrogène par jour pour alimenter, comme je disais tout à l'heure, la mobilité, l'industrie. Et ça, on le fait de façon propre et locale, avec un territoire du coup qui trouve une certaine maîtrise de son énergie par l'hydrogène, en utilisant du coup des ressources d'énergie renouvelable qui sont disponibles sur son territoire et en pouvant distribuer l'hydrogène sur son territoire également. Donc on a cet accès à l'énergie qui est assez intéressant avec l'hydrogène aussi. Donc c'est deux enjeux importants que de produire proprement et produire localement pour l'hydrogène, si on veut vraiment qu'il ait un impact positif sur la transition énergétique. Et puis... Oui, on n'est pas il y a des lobbies, effectivement, mais après, les plateformes pétrolières, on peut les réutiliser. On peut faire du rétrofit de plateformes pour produire l'hydrogène en mer à partir d'éoliens offshore, et c'est aussi ce qui fait partie de notre projet. Donc on pourra réutiliser des vieilles plateformes, et ça j'en suis convaincue. Et puis il y a un enjeu aussi qui est celui de la distribution d'hydrogène, puisque pour que l'hydrogène soit disponible de façon
de façon massive et voilà, qui soit accessible et disponible pour tous. Il faut développer la distribution d'hydrogène en créant des infrastructures. C'est ce que les Allemands font, par exemple. Ils ont un réseau de 400 stations hydrogène là, qui sont en train de naître un peu partout, enfin de pousser un peu partout. Donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir compter aussi sur l'hydrogène dans la transition énergétique en le développant massivement. Et de toute façon, je crois qu'on n'aura pas le choix que d'être complémentaires, puisque je crois qu'un quart des émissions de CO2 en Europe sont dues au transport. Si on veut atteindre les ambitions du Green Deal, il faut les réduire de 90% d'ici à 2050. Donc je pense que de mixer les technologies, c'est le meilleur moyen d'atteindre notre objectif. D'autant que, voilà, on l'a vu, l'électrique batterie, l'électrique hydrogène peuvent être complémentaires et répondre à des besoins différents, ce qui nous permet aussi de laisser le choix aux consommateurs que nous sommes, d'aller plus vers la technologie de la batterie ou plus vers la technologie de l'hydrogène en fonction de nos usages et de nos besoins. Merci beaucoup, je crois que ça fait une belle conclusion pour notre atelier. On a le temps pour quelques questions. Je vais vous demander de faire très court dans vos questions parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et je demanderai également aux intervenantes et aux intervenants de faire très court dans la réponse. Bonjour, en fait j'ai deux petites questions. La première c'est au sujet de l'hydrogène vert qui m'a beaucoup séduite. Je me demandais s'il y avait une différence de prix entre l'hydrogène vert et l'hydrogène gris. La deuxième c'est au niveau des quotas carbone individualisés. J'avoue que moi ça me choque un petit peu, dans le sens où déjà on a essayé ces quotas carbone au niveau de l'industrie et ça ne fonctionne pas du tout et ça donne bien des trafics, donc je me demande si au niveau individuel ce ne serait pas la même chose. Et surtout au niveau de l'égalité, parce que finalement les gens modestes finalement ne pourront pas acheter des carbones à d'autres pour avoir aller à New York ou je ne sais quoi, donc les gens riches eux pourront. Donc cet aspect inégalitaire me gêne beaucoup. Je vais être assez rapide sur la réponse concernant le prix. Alors effectivement, l'hydrogène qu'on appelle le gris, c'est peu cher, puisque les techniques employées restent assez basiques, on va dire. Par contre, on peut produire de l'hydrogène vert à un prix très compétitif. Et l'ambition, c'est vraiment, et on atteint là, c'est de pouvoir proposer un plein d'hydrogène au même prix qu'un plein d'essence. Juste un petit mot sur l'hydrogène aussi, parce que les 200 taxis parisiens fonctionnent effectivement avec l'hydrogène pétrolier, ce qui est moins cher. C'est Air Liquide qui leur propose ça, mais Air Liquide voudrait quand même faire du vert. J'ai des amis paysans en Bretagne qui voulaient monter une méthanisation, parce qu'ils étaient séduits par ça. On leur a démontré que ça n'était pas si intéressant que ça, et ils ont compris que c'était vraiment pas intéressant. Et à l'inverse, ils étudient avec un fabricant drômois. Dans la Drôme, il y a l'entreprise McPhy, qui est fabricant d'hydrolyseurs. Ils travaillent pour vous d'ailleurs. Et donc, ils sont leaders en Europe en matière de fabrication d'hydrolyseurs. Et ça coûte cher. Et en montant 6 éoliennes de grosse puissance sur leur territoire agricole et en ayant pardon. Oui, bien sûr, j'arrive tout de suite au quota. Donc, ils ont prévu de pouvoir effectivement vendre l'hydrogène localement à la collectivité. Sur les quotas, effectivement, il y a eu une expérience, il y a déjà une quinzaine d'années, de quotas pour les entreprises pour lesquelles il n'y avait pas de limite au prix du carbone. Et on pouvait le vendre dans le monde entier. Alors, ces entreprises ont effectivement triché et le prix s'est effondré. Dans le système de répartition de l'effort, surtout les Français, c'est égalitaire, tout le monde a droit au même quota. Mais surtout, ça va être de plus en plus tendu, puisque ce sera 9 tonnes, puis 8 tonnes, puis 7 tonnes, c'est-à-dire qu'on va réduire chaque année. Le prix donc de l'échange va augmenter. Quant aux personnes les plus modestes, ne vous inquiétez pas, parce que la distribution sur le site comptecarbone.org, vous verrez l'étude qu'a faite M. Piketty avec son collègue, de la répartition des consommations de carbone en France. Et les ménages modestes sont entre 5 et 7 tonnes.
même quelquefois 3 quand on est en ville sans voiture, alors que ce sont les CSP+, qui sont à plus que 10 tonnes. Donc la justice sociale est vraiment étudiée dans le système pour que ça ne contrarie pas. Et l'échange ne sera pas de la main à la main, il passera forcément par une autorité. Donc on ne pourra pas avoir de triche sur cette question-là, alors qu'actuellement les entreprises se vendent directement de l'une à l'autre et ont beaucoup triché là-dessus, et c'est un mauvais exemple. On voudrait bien le faire supprimer. C'était juste sur le compte carbone, justement. Comment vous conciliez ça donc, avec la centralisation d'une autorité et le respect de la vie privée? Oui, parce qu'il y aura sûrement ce débat-là. C'est-à-dire tout contrôler avec une seule autorité. Vous avez bien raison, il faut que ce soit très sérieux et très robuste. L'agence carbone centrale, dont on imagine qu'il faut 50 000 personnes pour bien faire le travail, devra naturellement respecter le RGPD, qui est la base en matière de réglementation des protections des données. Et le commerçant ne pourra pas voir ce que vous avez dépensé chez un autre. C'est votre compte à vous. Comme personne ne connaît votre compte de points de permis de conduire. C'est uniquement vous qui savez ça. Personne ne connaît vos impôts, c'est uniquement vous. Mais il y a une organisation centrale qui est garante de tout cela et qui doit l'encadrer. Donc il faut mettre en œuvre vraiment une robustesse du dispositif pour que ça fonctionne le mieux possible et que ce soit absolument non intrusif. C'est l'objection numéro 8 sur le site comptecarbone.org. Vous trouverez 45 objections et leurs réponses. Et donc celle-là est assez marquante. On a aussi... Voilà, je veux d'abord simplement dire que je me réjouis véritablement d'avoir entendu des explications aussi circonstanciées sur la question des filières d'approvisionnement des composants dans les batteries. Merci beaucoup pour cela, parce que pour moi ça apporte une preuve de plus que la transition écologique, je dirais même la révolution écologique, est absolument impossible si on ne prend pas de la même manière en main la question sociale. Les deux sont absolument indissolublement liés, et je pense que vous l'avez démontré de manière extrêmement brillante à ce niveau-là, au niveau mondial bien entendu. J'ai une question relativement au stockage, une question qui m'intéresse énormément. On a entendu l'hydrogène, vous avez beaucoup parlé des batteries, j'ai deux questions. La première, c'est la question du dimensionnement. Une batterie, ça prend malgré tout une certaine place. Ça a un volume. Lorsqu'il s'agit de faire de l'approvisionnement aussi massif, de stocker de façon aussi massive d'électricité, je m'interrogeais simplement là-dessus. Et l'autre question, c'est une question qui m'intéresse beaucoup à titre individuel, c'est que pensez-vous de cette technique, je ne peux pas dire émergente parce qu'il y a très longtemps qu'elle existe, mais enfin, elle connaît peut-être un nouveau développement, c'est celle des supercondensateurs. Voilà. Alors, sur les supercondensateurs, je ne suis pas vraiment expert, pourtant je suis électrochimiste, j'en ai fait un petit peu de supercondensateurs il y a longtemps, mais ça n'embarque pas beaucoup d'énergie en fait, ça va résoudre des problèmes de puissance, donc ça va être intéressant pour résoudre des problématiques sur le réseau, de fréquence de réseau, enfin vraiment des choses un peu à part. Moi je suis plus à l'aise justement avec les batteries parce que ça me parle plus de consommer, de stocker une somme d'énergie puis de la réutiliser derrière. Donc voilà, je peux pas trop vous répondre sur les super capas, sur les super condensateurs. Pour ce qui est des batteries aujourd'hui, vous voyez les batteries de leur volume, les batteries de vélo électrique par exemple font à peu près 300 Wh, donc ça va faire en gros une bouteille d'eau, 200 à 300 Wh. Et pour une maison, pour un foyer, on parle de 7 à 10 kWh qu'on va utiliser dans la journée. On n'a même pas besoin de stocker tout ça, c'est-à-dire que dans la journée, on va pouvoir avoir nos usages pendant qu'il y a du soleil, et puis on a besoin de stocker un bout pour le déplacer le soir quand on a d'autres usages. Et pour donner des ordres de grandeur, donc là on aurait besoin en gros de 10 bouteilles d'eau, donc ça fait 2 packs d'eau, c'est pas si gros. C'est pas si gros, ça se fait à peu près bien, et encore ça me paraît même un peu grand, je dirais un pack d'eau entier, donc ça rentre dans les maisons. Aux États-Unis, il y a des gens qui proposent des choses qui se mettent sur le mur, qui fait la taille d'un grand tableau et qui est tout fin. Et voilà, ça fait comme une télé écran plat. Et après, sur des questions de prix plutôt,
Vous pouvez aller voir le site des gens de Oscaro Power, qui sont Oscaro, c'est ceux qui font les pièces de voiture qu'on peut se faire envoyer chez soi. Ils font pareil maintenant sur l'énergie, et ils ont un kit. Alors je sais pas ce que ça, je pense que c'est plutôt de la qualité, c'est des copains, je vais pas dire du mal, mais je pense que c'est plutôt de la qualité. Et pour 5 000 €, il me semble, on a 2 kWh de batterie, donc à peu près ce que je décrivais, et puis 3 kW crête de panneaux solaires. Et ça, pour un foyer qui consomme pas énormément, on est sur l'autonomie. On est sur quelque chose qui permet de vivre correctement, en faisant un petit peu des efforts si on n'est pas au sein d'une communauté énergétique, mais déjà quelque chose qui est pas mal intéressant. Donc là, vous voyez les ordres de grandeur, un pack d'eau, 5 000 €, ça reste beaucoup pour un foyer modeste. Par contre, avec des ordres de grandeur, si on met 5000 de ces kits sur 10 millions de foyers, ce qui peut sembler énorme, ça fait à peu près 50 milliards. 50 milliards d'euros, c'est ce qui était à peu près prévu pour je crois, les EPR qui sont prévus voilà, par le gouvernement. Il y a un chiffre de cet ordre-là qui est sorti. Donc 10 millions de foyers, c'est énorme, ça représente quand même un bon paquet de Français, quasiment un tiers. C'est des ordres de grandeur qui sont devenus pas déconnants. Je peux juste conclure là-dessus. Pourquoi la batterie, ça redevient à la mode, entre guillemets. C'est quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que ça a perdu 90% de sa valeur en 10 ans. C'est-à-dire que ce qui coûtait, son prix a été divisé par 10 en 10 ans. Donc ce qui n'était pas possible techniquement il y a 10 ans, même il y a 4-5 ans, aujourd'hui ça devient vraiment, vraiment possible parce que les prix deviennent vraiment bas. Et voilà. Si on a le temps pour une dernière question d'une femme. Bonjour, alors du coup ça va être encore sur le compte carbone. Outre le fait que je rejoins les deux dernières interventions, la crainte que j'ai des inégalités sociales, puisque même si je trouve ça très intéressant le fait d'avoir un quota carbone individualisé, je vois pourquoi les plus riches auraient le droit d'en racheter, pour moi c'est vraiment un droit privé. Et par rapport aux libertés individuelles, certes il peut y avoir un organisme central, mais je vois pas comment il peut y avoir une faisabilité, puisque du coup ça voudrait dire qu'on devrait tout payer avec une carte bancaire, alors qu'on est en train d'essayer, enfin je sais pas pour vous, mais moi de mettre en place des monnaies locales, de redonner du sens à la monnaie, de se faire l'approprier avec de la monnaie papier, fiduciaire quoi. Donc si on est sur un échange avec mon AMAP, etc., comment est-ce qu'on peut comptabiliser le quota carbone dans ces échanges qui sont pas tracés? Et du coup, en termes de liberté individuelle, moi ça me pose beaucoup de questions aussi. D'accord. Oui, merci. Je vais trois réponses parce qu'il y a une complexité. Et merci de la question. Sur le paiement en espèces, je vais commencer par ça. C'est vrai que c'est une des questions qui est posée, c'est que la traçabilité par les cartes bancaires, oui, par les monnaies locales. Donc moi, on a fait le point de toutes les monnaies locales qui sont pour la plupart numérisées aujourd'hui. Et donc moi, j'ai un gendre qui est maraîcher agriculteur en Loire-Atlantique. Et bien, il a dû s'équiper d'une carte bancaire parce que avec le Covid, tout le monde paye en sans contact maintenant. Donc il y a eu de moins en moins de paiements en espèces depuis 6 mois pour cette raison-là. Bien évidemment, il reste en France 1 million de personnes qui n'ont pas de carte bancaire. Donc pour ces gens, il est prévu qu'il y ait un genre comme la carte vitale, c'est-à-dire qu'ils auraient une carte en plus qui permettrait de limiter leur compte de carbone et qui permettrait de payer en espèces quand ils auront besoin de payer en espèces. C'est aussi la question qui se pose pour les visiteurs étrangers, les touristes par exemple. En arrivant, comme quand vous allez en Suisse, vous achetez une vignette pour l'autoroute, et bien en arrivant en France, vous devez aussi acheter une carte de points carbone pour pouvoir faire vos dépenses. Et ça, c'est une contrainte qui est facile à gérer au niveau du tourisme. La question de privilégier les plus riches, je ne crois pas, puisque ça va être de plus en plus cher pour eux, j'en connais qui parlent déjà. On avait vraiment au départ la peur d'une révolte des riches sur la question, parce que ça ne touche quasiment pas les gens modestes. On est tous en dessous de 10 tonnes. Par contre, il y a 10, 20, 30% de la population qui vont payer cher cette question-là. Et donc c'est un petit peu dans ce sens-là. Et quand on essaie de le faire non échangeable, à ce moment-là c'est anticonstitutionnel. Donc on ne pourrait pas arriver à le faire, on prive les gens de liberté. Parce que dès qu'ils n'auraient plus de points carbone, ils n'auraient plus le droit d'acheter. Vous imaginez 20% de la population qui s'expatrie hors de France, parce que c'est la seule solution. Donc, est-ce que j'ai répondu à tout, je crois, c'est l'ensemble des questions.
D'autres questions? Ah si, je peux dire aussi que les entreprises sont menacées de faillite carbone. Si elles ne jouent pas le jeu, un patron voyou sera mis en faillite carbone. Dans le sens où il n'aura pas répercuté sur l'ensemble de ses clients tout le carbone qu'il a utilisé. Et ça, ce serait la première loi qui permettrait de faire la faillite carbone. Il y a une question là. Bonsoir. Monsieur Desbatteries a dit quelque chose de très intéressant. C'est l'importance du rapprochement entre la production d'énergie, pas forcément d'électricité, et le citoyen. J'aimerais quand même rappeler que le réseau, c'est la solidarité. Voilà. Première chose. Et deuxième chose, vous avez montré aussi quelque chose de puissant, c'est que vous avez dit que le lithium, c'est ça aujourd'hui, le lithium, la récupération du lithium n'est pas intéressante, parce que la production du lithium est très peu chère. Voilà. Là, vous avez montré, la puissance du marché. Merci. Juste sur le réseau, je suis complètement d'accord. Après, il y a différentes formes de réseau. Là, en l'occurrence, un réseau où les gens sont en autonomie mais ont un système de partage, c'est typiquement ce qui se fait sur le réseau Internet, qui est un réseau qui est très bien et qui prouve aussi sa résilience. Moi, j'opposerais là le réseau centralisé, qui est le réseau classique et qui est aujourd'hui qui marche très bien. En France, on est très jacobin, ça a toujours très bien marché. C'est un réseau de spécialistes. Je ne suis pas complètement convaincu, moi, à titre perso, que ce soit l'unique solution. La décentralisation, la résilience, ça me paraît... Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est aussi pour ça que je suis dans la batterie, parce que je vous présentais tout à l'heure, c'est exactement par là que j'y viens. Et je trouve que c'est plus proche, en tout cas, de mes convictions politique. Enfin, je trouve que ça cadre mieux sur cette décentralisation, ce rapprochement de la citoyenneté, des citoyens. En tout cas, ça me parle plus. J'entends bien que le réseau fonctionne très bien et que le réseau est important, mais il y a différents types de réseaux. La question que je voulais te poser, c'était à propos du transport, en fait. On a la chance dans le bassin minier, dans le Pas-de-Calais, d'avoir un syndicat des transports qui a investi dans l'hydrogène. Or, sur une flotte de 400 ou 800, je ne sais plus, véhicules, seuls deux bus sont équipés parce que c'est extrêmement coûteux. Donc, comment on peut faire pour permettre à tous les bus, ou tout au moins une grande partie, d'être équipés? Parce que ça, c'est une réalité sur les territoires qui a un énorme frein. Ouais. Il faut aussi remettre les choses un peu dans leur contexte. Hein. On parle d'électrique d'électrique batterie depuis 10-15 ans. On voit 20 ans, on ne sait rien, en tout cas depuis longtemps. On voit aujourd'hui quelques bus électriques qui circulent. Oui, et je vais y venir. L'hydrogène, on en entend parler depuis, comme je disais tout à l'heure, depuis 2 ans. La technologie est arrivée à maturité, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, il y a des collectivités qui se lancent dans l'hydrogène ou ont envie de tester. Donc elles testent d'abord sur certains véhicules avant de déployer complètement l'hydrogène sur leur flotte. Parce qu'on peut-être pas tous l'intégralité de leur flotte à l'hydrogène, mais en tout cas, si ça vient, ça sera encore dans quelques années, puisque on a des prix aujourd'hui de bus à hydrogène, par exemple, qui sont encore assez élevés. Donc il faut... alors il y a des aides bien sûr de l'État, il y a l'ADEME qui contribue justement à l'acquisition d'équipements hydrogène, mais on a, tout comme dans l'électrique, un phénomène de baisse de prix qui est très impressionnant dans l'hydrogène, qui est en train d'arriver, mais qui n'est pas aujourd'hui arrivé au stade de l'électrique bien sûr, parce qu'on n'est pas au même niveau d'avancée de maturité du marché. Mais en tout cas, là aujourd'hui, on a en Chine une politique hydrogène qui est très, très agressive, et les bus qui circulent à Shanghai circulent par centaines,
Et le prix d'un bus en Chine et le prix d'un bus qu'on trouve aujourd'hui au diesel en France. Donc voilà. L'idée, c'est qu'on a aujourd'hui des constructeurs de bus qui commencent à produire en série, mais ça se fait tout doucement. Donc les prix d'acquisition sont encore un peu élevés. Donc les collectivités qui y croient font un investissement et testent, et demain pourront déployer avec des prix qui sont beaucoup plus avantageux. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Je ne sais pas si on a encore le temps. Oui, une question sur les féminismes. J'ai une question sur les une dernière question, et puis après, on pourra aller manger. Parce que j'ai faim. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question aussi sur le compte carbone, une initiative absolument géniale et que je soutiens à 200%. Et donc, ma question c'était, est-ce que vous avez pensé à mettre en place un compte carbone juste informatif dans un premier temps, plutôt que de passer direct en un mode pénalisant c'est-à-dire que dans un premier temps, on met en place la carte carbone, chacun sait combien il consomme réellement de carbone à la fin du mois, à la fin de l'année, et il peut identifier ses postes de dépenses et du coup de lui-même s'auto-réguler et se dire, en fait, manger mon steak c'est pareil que faire 50 km en bagnole, j'ai envie de faire de la bagnole et peut-être réduire le steak plutôt que la bagnole. C'est peut-être intéressant. Oui, d'accord. Effectivement, on manque de montage aujourd'hui. Alors, quand on nous a dit, est-ce que ça serait pas intéressant de le mettre en place après les élections présidentielles, nous avons dit quel délai, nous on a annoncé 6 mois. C'est-à-dire qu'on a vraiment cravaché pour que pendant 6 mois on met tout en place. Et on va définir que c'est absolument définitif. Par contre, on se laisse l'autorisation qu'à la fin de la première année, on ne l'ait pas validé, que ça soit un coup pour rien. Mais si on dit au départ que c'est un coup pour rien, les gens vont tricher tout de suite. Donc il faut, c'est une façon de le présenter. En fait, ça sera peut-être, disons, le politique se laissera l'autorisation d'en avoir fait une année d'essai. Vous lui demandez, une année d'essai, ça serait... propose une année pédagogique. Oui, c'est ça, mais une année d'essai, c'est une année pédagogique. C'est pour se rendre compte de qu'est-ce qu'on consomme, et comment les entreprises vont faire la circulation de l'information. C'est ça le plus important. Et ça va être le point clé du dispositif. Moi, mon gendre commerçant à rue Daguerre, il m'a dit, moi ça m'arrange ce truc-là, parce que mon fournisseur va me dire combien il y a de points carbone dans les jouets que je vends, et moi après je vais rajouter 2% pour le chauffage, et puis je vais répercuter ça à mes clients, et ça va me permettre de mettre une meilleure valeur à mes jouets en bois par rapport à mes jouets en plastique. Et c'est un élément de plus. Je voulais dire un petit mot aussi sur l'hydrogène que je soutiens vraiment beaucoup. L'Irlande est le pays européen qui a le plus d'applications hydrogène aujourd'hui. Et l'hydrogène que les batteries sont la réponse à la question d'intermittence. Toutes nos énergies renouvelables ne sont pas à 100% du temps. Et en comparaison du nucléaire, on maintient en place parce qu'on dit les énergies renouvelables ne sont pas permanentes, et bien là, les solutions de stockage hydraulique, batterie, hydrogène, c'est vraiment génial. Il faut mettre des stations hydrogène au pied de toutes les éoliennes, parce que les éoliennes, des fois, vous ne les voyez pas tourner, parce qu'on les a mis en court-circuit. Vous savez que vous pouvez fabriquer votre propre éolienne. J'en ai fait une en septembre dernier avec avec l'association Pigot.org. Si vous allez sur Tripalium.org, c'est le modèle Pigot. En une semaine, fabriquez votre éolienne. Moi, j'en ai fait une. J'en ferai une prochaine en mai prochain. C'est réaliste, c'est à la portée des gens. Ça va dans le sens de le mettre à disposition en réseau local avec les utilisateurs. Voilà, c'était juste un petit mot pour dire en plus du compte carbone qui m'intéresse aussi. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre participation. Et puis, bonne J'ai quelques fiches, s'il y en a qui s'intéressent. Il n'y a personne à la suite.